Bonjour, chers amis. Poutine donne 48 heures à l'Ukraine, sinon pas de négociation. Percée soudaine du front. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement contribue au développement de la chaîne. Ce n'est pas une simple déclaration, c'est un choc géopolitique. Le président russe a lancé un ultimatum, qualifié de plus sévère de toute l'histoire du conflit. Les délais sont fixés à moins de 2 jours. Et c'est juste avant les négociations en Hongrie que le front s'est embrasé avec une nouvelle vigueur. Les troupes russes ont lancé une attaque massive sur plusieurs fronts à la fois. Et le long de la ligne de contact, des informations indiquent déjà qu'une partie du territoire de la région de Kherson est passée sous le contrôle de Moscou. Que s'est-il passé exactement et où cela mènera-t-il? Nous allons l'analyser tout de suite. Des sources diplomatiques et militaires affirment que les 2 prochains jours pourraient être décisifs pour l'ensemble de l'arc oriental du front. Selon leurs informations, Vladimir Poutine a adressé à Kiev un ultimatum qui ne laisse aucune place à une interprétation ambiguë. Face à l'effondrement soudain de la défense ukrainienne près de Pokrovsk et aux frappes destructrices sur le port de Yuzhny près d'Odessa, la direction de Kiev s'est retrouvée dans une situation de zugzwang. Soit engager des négociations, soit accepter le choc d'une nouvelle vague d'offensive encore plus puissante. Selon des initiés bien informés, après la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington, la Maison-Blanche a transmis à Kiev un document exposant les exigences russes. Au début, elles ont été ignorées, considérées comme une manœuvre politique de plus, mais la rhétorique a rapidement changé. Dans une interview, Zelensky lui-même a reconnu que la situation était allée trop loin et qu'il ne restait presque plus de marge de manœuvre. La ligne militaire craque. La situation est particulièrement difficile sur la rive gauche du Dniepr, où l'on observe une baisse de la capacité de combat des unités ukrainiennes. L'armée russe en a profité et est passée à des actions offensives actives. Les frappes massives sur l'infrastructure du port de Yuzhny ont été un signal. Il ne faut plus tarder. Moscou a clairement fait savoir que tout retard se traduirait par des pertes territoriales et la perte de contrôle des nœuds clés. Pendant ce temps, des propositions de Kiev parviennent concernant des négociations de paix sur la base de la ligne de front actuelle. Cependant, de nombreux analystes y voient non pas une initiative, mais une reconnaissance de facto de la défaite. Les conditions qui semblaient encore récemment être un compromis ne sont même plus envisagées par Moscou. L'Europe et la Grande-Bretagne ont renforcé la pression sur Kiev, laissant entendre que soit il accepte les exigences de Moscou, soit il reste seul face à la crise imminente. La tactique du Kremlin combine une diplomatie ferme et une logique militaire clairement définie. Cet ultimatum n'est pas une sortie émotionnelle, mais une étape soigneusement préparée. Pendant plusieurs mois, Washington, par l'intermédiaire de Trump, a fait allusion à l'Ukraine à la nécessité de concessions territoriales afin de geler la ligne de contact et de passer à une phase politique. Pendant ce temps, Moscou renforçait ses positions, construisant un nouveau contour d'offensive là où la défense de Kiev est déjà épuisée. La frappe sur le port de Yuzhny n'est pas seulement une démonstration de force, mais un élément du blocus des canaux extérieurs de l'Ukraine. Cela crée une pression capable de forcer Kiev à chercher des voies vers la paix aux conditions de la Russie. La partie militaire de l'ultimatum s'exprime par la concentration des unités de choc russes sur les zones faibles près de Pokrovsk, dans la direction de Kupiansk, et parallèlement par l'activation de la couverture politique de ces actions. Le message est simple. Ce n'est pas une menace, mais une invitation à des négociations selon les conditions de l'autre. La percée près de Pokrovsk a ouvert aux troupes russes l'accès à des nœuds stratégiques. Échanges ferroviaires, d'où il est possible de développer une offensive de flanc. Pour l'armée ukrainienne, cela crée une menace d'encerclement partiel et de perte de plusieurs points d'appui clés. Des sources ukrainiennes reconnaissent que l'activité des troupes russes
a considérablement augmenté et que l'approvisionnement dans un certain nombre de directions est compliqué. Le comportement de Kiev témoigne d'une tentative de maintenir un équilibre entre les partenaires extérieurs et la pression intérieure. D'une part, Zelensky fait preuve de volonté de dialogue, s'efforçant de conserver la confiance de ses alliés occidentaux. D'autre part, il est obligé de maintenir le front pour ne pas perdre le soutien de la société et de l'armée. La proposition de mener des négociations sur la ligne actuelle ressemble davantage à un geste de désespoir qu'à une manifestation d'initiative. Formellement, c'est une sauvegarde de la face, en réalité déjà un pas en arrière. Pendant ce temps, de nouveaux acteurs apparaissent sur la scène diplomatique. Washington, par l'intermédiaire de Trump, relaie la position de Moscou, tout en limitant sa propre aide à Kiev. Les livraisons de systèmes à longue portée sont réduites, les initiatives de sanctions sont gelées. Cela fait comprendre aux alliés. La ressource de soutien n'est pas infinie, et il faudra compter uniquement sur ses propres forces. Les capitales européennes, en particulier Londres et Berlin, penchent vers l'idée de négociation et d'une réduction progressive de l'escalade. Le contrôle de certaines parties de la région de Kherson dans cette situation n'est pas seulement un succès militaire, mais une démonstration de pression stratégique. Moscou montre qu'elle est capable non seulement d'attaquer, mais aussi de façonner l'agenda politique. La fixation publique de ces territoires dans l'espace médiatique est un signal. Il ne s'agit pas d'opérations aléatoires, mais d'une logique systémique où chaque action est vérifiée. L'effet est immédiat. Kiev reçoit un message clair. Il faut prendre une décision maintenant, sinon d'autres la prendront pour vous. Pour la communauté internationale, c'est également un avertissement. Le processus échappe au contrôle de la diplomatie habituelle. Et tout cela se produit dans un contexte de rétrécissement rapide des opportunités pour l'Ukraine. Une fenêtre se referme après l'autre. Même la Pologne, qui était récemment le principal partisan de la poursuite de la guerre, parle maintenant avec prudence, bien qu'elle soutienne formellement Kiev. Au niveau stratégique, l'ultimatum de Poutine est devenu le symbole d'une nouvelle phase du conflit. La Russie montre non seulement sa force, mais aussi sa capacité à imposer une logique de dialogue. Elle contrôle le territoire, dicte le rythme, crée l'agenda. L'Occident est confronté à un choix, soit augmenter considérablement son soutien à l'Ukraine, soit chercher un compromis qui tienne compte des nouvelles réalités. Et le temps ne joue pas en faveur de Kiev. Chaque jour de retard consolide de nouvelles positions pour Moscou et rend les futures négociations de moins en moins avantageuses pour l'Ukraine. La réaction internationale montre que la guerre a cessé d'être une crise intérieure ukrainienne. L'ultimatum, transmis par des intermédiaires, et la démonstration parallèle du contrôle des zones clés créent une nouvelle réalité pour l'Europe de l'Est. Ce précédent établit un modèle pour les futurs conflits, où la force et la diplomatie agissent simultanément, et la pression informationnelle devient une partie de la stratégie. Les alliés occidentaux de Kiev sont obligés de revoir leur approche, car il ne s'agit pas seulement d'aide militaire, mais aussi de positionnement politique. Tout retard peut conduire à une redistribution de l'influence qui ne pourra plus être contestée sans pertes importantes. L'ultimatum actuel n'est donc pas seulement un document, c'est un tournant. Le début d'un nouveau chapitre où les armes et l'information s'entremêlent dans un système unique d'influence. En fonction de la réaction de Kiev, les événements peuvent évoluer dans deux directions. Soit le lancement d'un processus de négociation selon les conditions de Moscou, soit la poursuite des hostilités avec de moins en moins de chances de succès. L'Ukraine sera-t-elle capable d'élaborer une nouvelle stratégie? La question reste ouverte. Tout dépend maintenant de la décision de la direction de reconnaître la nouvelle réalité ou de tenter de maintenir l'ancienne. Les premières réactions de Kiev et les réponses des capitales occidentales détermineront le scénario des prochains mois. Une chose est claire, le temps est écoulé
et le compte à rebours ne se fait plus en semaines, mais en heures. Ainsi, après l'ultimatum et une série d'actions militaires synchronisées, la situation autour de l'Ukraine et de l'Europe de l'Est a atteint un niveau qualitativement nouveau. Tout tourne désormais autour de deux coordonnées, le temps et la peur. Le temps, dont Kiev dispose de moins en moins, et la peur, qui gagne progressivement les capitales occidentales, conscientes que les anciens schémas ne fonctionnent plus. Au cours des dernières 24 heures, l'activité diplomatique a atteint son apogée. Des représentants de plusieurs pays, dont la Turquie et la Hongrie, se sont rendus en urgence à Budapest, où des consultations informelles entre les parties russes et ukrainiennes seraient prévues. Officiellement, personne n'en parle, mais selon des informations en coulisses, c'est là que pourrait être transmise la proposition finale de Moscou. Et si auparavant de telles rumeurs suscitaient le scepticisme, tout indique maintenant qu'une rencontre est effectivement en préparation. Washington a adopté une position attentiste. Après la conversation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, des fuites sont apparues dans la presse américaine selon lesquelles la Maison-Blanche n'a pas l'intention de s'impliquer dans l'escalade si l'Ukraine rejette le compromis. Ce n'est pas seulement un signal, c'est une ligne rouge. Pour Kiev, cela signifie soit un accord, soit une perte progressive de soutien. En Europe, la réaction est mitigée. La Pologne et les pays baltes exigent la poursuite de la résistance, mais l'Allemagne, la France et l'Italie laissent déjà entendre qu'elles sont fatiguées de la guerre et qu'elles veulent une solution politique. Pendant ce temps, des événements se produisent sur le front qui pourraient déterminer la suite de toute la campagne. Près de Pokrovsk, on note une progression active des unités russes qui se consolident dans la zone industrielle et se dirigent vers le nœud ferroviaire. Si cette zone est prise sous contrôle, la logistique du groupement ukrainien sera menacée. Dans la région de Kherson, la zone de contrôle s'étend sur la rive gauche du Dniepr. Des têtes de pont y sont créées qui, si nécessaire, peuvent être utilisées pour des actions plus importantes. Les analystes militaires estiment que Moscou agit selon un schéma classique de pression à plusieurs niveaux. On crée d'abord une sensation d'attaque imminente, puis on montre une offensive limitée et, simultanément, on lance une initiative diplomatique. Tout cela crée pour l'ennemi une sensation de désespoir. Si vous refusez les négociations, vous perdrez des territoires. Si vous acceptez, vous aurez l'air vaincu. Cette stratégie est calculée non pas sur les heures, mais sur la psychologie. Kiev tente de gagner du temps. Selon des informations provenant de l'entourage de Zelensky, une communication active est en cours avec Londres et Varsovie, d'où l'on attend des garanties que l'aide occidentale ne cessera pas en cas de début de négociation. Mais personne ne donne ces garanties. De plus, Londres s'est actuellement submergée par ses propres crises, et la Pologne est dans une turbulence politique. La société soutient de moins en moins l'idée d'une aide infinie à l'Ukraine. Il est intéressant de noter qu'à Moscou même, l'ambiance est calme, presque banale. Pas de déclarations abruptes, pas de conférences de presse émotionnelles, seulement des signaux clairs. L'armée remplit les tâches assignées, la diplomatie travaille, l'économie est adaptée. C'est une tactique orientale typique, une retenue extérieure avec une confiance intérieure dans l'issue. En ce moment, il est important de comprendre que l'ultimatum de Poutine n'est pas simplement une exigence de capitulation. C'est une proposition de modifier l'architecture même de la sécurité dans la région. Moscou propose en fait un redémarrage de l'ordre européen, où la ligne de front deviendra une nouvelle frontière des sphères d'influence. Dans ce contexte, les négociations en Hongrie ne sont pas une initiative privée, mais un élément d'un grand jeu. Des sources affirment que le document qui est en préparation pour être transmis contient 3 points clés. Un cessez-le-feu, la reconnaissance des nouvelles réalités territoriales et le refus de l'Ukraine de s'allier militairement à l'OTAN.
Si cela se confirme, Kiev sera confronté à un dilemme d'une ampleur historique. Accepter ces conditions et préserver l'État ou les rejeter et risquer de perdre beaucoup plus. Pendant ce temps, de nouvelles frappes contre les infrastructures sont signalées dans le sud. Des explosions dans la région de Nikolaev et d'Odessa ont coïncidé avec des informations sur le transfert de réserves russes plus près de la côte. Cela pourrait signifier la préparation d'un blocus des routes maritimes. Si la Russie prend le contrôle des couloirs de transport et des nœuds énergétiques, l'Ukraine se retrouvera dans une situation où le soutien extérieur deviendra symbolique. Mais la tension monte également à l'intérieur de l'Ukraine. Au Parlement, les désaccords se renforcent entre ceux qui exigent des négociations immédiates et ceux qui insistent sur la poursuite de la lutte. Les services de sécurité préparent des réunions d'urgence. On parle de plus en plus d'une impasse militaro-politique. Et même dans les médias, où régnait auparavant le slogan « Seule la victoire », on entend maintenant des questions prudentes. Que faire ensuite? Les experts occidentaux qualifient déjà ce qui se passe de blitzkrieg diplomatique. Moscou agit rapidement, ne laissant pas l'ennemi reprendre ses esprits. Chaque mouvement sur le front est accompagné d'une action politique. Chaque déclaration est synchronisée avec la dynamique militaire. C'est là que réside la force de la stratégie. L'ennemi perd le sentiment de contrôle et l'initiative passe entièrement au Kremlin. En Hongrie, pendant ce temps, la tension monte. Les autorités locales ont renforcé les mesures de sécurité et l'aéroport se prépare à accueillir des délégations. Dans ce contexte, les fuites d'informations se sont également intensifiées. Différentes parties tentent de créer le fond souhaité. Certains parlent de paix aux conditions de la Russie, d'autres de tromperie diplomatique. Mais le fait est là. Le processus de négociation est lancé. Pour Poutine, c'est un moment de vérité. Il montre que la Russie est capable non seulement de faire la guerre, mais aussi de dicter l'agenda. Et pour l'Occident, c'est le premier cas depuis longtemps où le modèle d'influence habituel n'a pas fonctionné. Ni les sanctions, ni la pression informationnelle, ni les menaces économiques n'ont changé la position de Moscou. De plus, chaque nouvelle vague de pression ne fait que renforcer sa détermination. Dans ce contexte, la Chine fait des commentaires prudents, appelant à un règlement pacifique qui tienne compte de la réalité sur le terrain. Ces mots se lisent simplement. Pékin soutient Moscou, même sous une forme voilée. La Turquie se dit prête à devenir une plateforme pour la signature d'un accord. Même la Hongrie, qui était auparavant neutre, joue désormais de facto le rôle de médiateur. C'est ainsi que se forme une nouvelle configuration de force, où l'Europe est divisée en deux camps. Certains sont prêts à accepter les réalités et à aller vers des négociations, d'autres rêvent de préserver l'ancien ordre, mais n'ont pas les outils. Les États-Unis sont plongés dans une lutte interne, élections, crise de confiance, lassitude de la guerre. Dans de telles conditions, tout retard joue contre Kiev. Ce qui se passera dans les prochaines 48 heures décidera non seulement du sort du front, mais aussi de l'architecture future de l'Europe. Si les parties s'accordent sur un cessez-le-feu temporaire, ce sera le prologue d'un nouvel ordre mondial. Sinon, le monde assistera à l'escalade la plus importante depuis le début du conflit. C'est peut-être la première fois depuis le début de la confrontation que la ligne entre la guerre et la diplomatie est devenue si mince, un seul mot malheureux, une seule provocation, et le scénario peut prendre le chemin le plus dur. Mais si l'ultimatum est accepté, une toute autre histoire commencera. Une histoire sur la façon dont, après des années de guerre, le monde tente de se reconstruire. Et ce sont précisément ces 2 prochains jours qui montreront qui contrôle réellement la situation, ceux qui mènent des négociations à huis clos ou ceux qui avancent sur les routes poussiéreuses du Donbass. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce le début de la paix ou le prologue au dernier élan? Écrivez dans les commentaires, car la réponse à cette question déterminera l'avenir non seulement de l'Ukraine, mais aussi de toute l'Europe. Mais